Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan dans lequel je reçois la talentueuse photographe Dorothée Buteau. Le sujet du jour, son approche humaine, sensible et créative. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Dorothée, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi. Salut Magali. Bravo pour ton parcours que je suis depuis quelques mois, quelques années maintenant je crois. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux justement expliquer un petit peu comment t'es devenue photographe déjà ? Oui, pas de souci. Donc moi, à la base, je suis pas du tout issue du milieu artistique. J'ai bossé une dizaine d'années dans la com avant de tout quitter pour me lancer en photo. Comme beaucoup, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir switché comme ça sur des reconversions. Et en fait, avant de switcher, j'étais responsable de projet dans une agence de conseil en communication. Et en fait, je bossais pour des grands groupes sur de la stratégie de com corporate, institutionnelle, de la com de crise, et notamment sur des sujets pas du tout éthiques. Et ça, ça me posait des cas de conscience par rapport à mes valeurs perso. Et en fait, en 2013, donc j'ai eu 2 petits mecs, des jumeaux, et ça a été le déclencheur pour me pousser à switcher. Parce qu'en fait, j'en avais déjà un peu ras-le-bol de ce monde de la com où je savais que je me retrouvais pas. En fait, rien à voir avec les collègues, tout ça, mais c'est vraiment dans le monde de la com. Enfin, il y a trop de pression, de faux semblants, de l'importance qui est donnée à des choses où tu trouves absolument pas de sens dans ce que tu fais. Et du coup, après la naissance de mes jujus et de mon congé mat, j'ai repris. Et j'ai tenu 6 mois avant de partir en burn-out. Voilà. On y vient. Voilà, on y vient. On est toutes passées par là, c'est ouf quand même. C'est ça, c'est quand même un gros déclencheur. Et en fait, je me suis rendu compte que gérer ce boulot prenant avec des horaires à rallonge, le rythme avec 2 bébés, les trajets parce que on avait déménagé un peu plus loin de mon boulot. Et en fait, j'avais l'impression de pas les voir. Puis j'aimais plus ce que je faisais. Enfin, je me retrouvais pas dans ce métier, donc j'ai craqué. Et puis j'ai eu de la chance parce qu'en fait mes boss, j'avais donc deux patronnes, elles ont accepté en fait à l'époque de me faire une rupture conventionnelle et du coup ça m'a bien aidé pour me lancer par la suite. Donc en fait sur le coup quand je suis partie en burn-out, que j'ai quitté la boîte, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma pomme. Mais je savais que je voulais trouver un métier qui ait plus de sens pour moi et qui, idéalement, où je puisse retrouver un meilleur équilibre pro-perso. Bon, ça c'est pas gagné encore aujourd'hui, mais comme à peu près toutes les femmes. Donc j'ai quand même pris mon année sabbatique. J'en ai profité pour faire un bilan de compétences. Et puis, en parallèle, le fait d'avoir des enfants, des bébés en bas âge, de photographie un petit peu, etc. Donc, rapidement, il y a eu l'envie qui est née de me lancer en photo sociale, mais sans avoir la technique. En fait, moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas du tout issue du milieu artistique. Je suis pas née avec un... Agence de com, c'est quand même... En fait, c'est ça. Oui et non. Oui, mais t'es habituée au beau. Je sais pas comment expliquer. La plupart des gens. Après, toi, t'étais plutôt sur la relation presse et tout ça, plutôt que sur l'artistique. En fait, on n'était pas forcément sur l'artistique parce que c'était plus de la stratégie, en fait. Donc c'est beaucoup de blabla, beaucoup de Donc c'était pas forcément sur. C'est pas comme le marketing ou la pub. Donc c'était un petit peu moins cet univers graphique là. Mais à titre perso, par contre, j'ai toujours aimé la photo, mais plutôt en tant que amatrice, observatrice, tu vois. Enfin, moi, je me revois fouiller dans les tiroirs chez ma grand-mère, à regarder les photos et tout. Et c'était vraiment cet angle social-là qui me plaisait, dans le côté
transmission de souvenirs, garder un peu un lien perpétuel. Donc ça, je sais que j'avais toujours ce truc-là. Et donc, je savais que j'avais l'envie et je pense le regard pour la photo, mais il me manquait le gros point technique. Donc, je savais qu'en plus, le fait que ce soit un métier passion, enfin, tu vois, c'est un peu le truc où tu te dis, ouais, non, mais si je me lance là-dedans, je vais pas en vivre. Enfin, tu vois, j'avais quand même 2 nains, un crédit sur le dos, un mec qui pouvait pas nous faire vivre tous les 4. Donc, j'ai profité de cette année sabbatique-là pour plancher à fond, en fait, regarder tout ce que je pouvais trouver en ligne sur des tutos, des vidéos, des groupes, des forums, parce qu'à l'époque, il y avait des forums, voilà, ça n'existe plus, mais ça m'a bien aidé, mine de rien, parce que je suis pas repassée par la case école. J'avais pas envie de repasser par la case école parce que je pense que pour de la photographie sociale, ça m'aurait pas apporté grand chose, en fait. On aurait été sur un angle peut-être plus studio, publicitaire, des choses comme ça. Et c'était pas ce que je souhaitais. Donc voilà, j'en ai profité pour me faire la main à fond. Donc merci mon mec, merci les enfants, merci les potes cobayes qui te servent pour faire ton premier portfolio. Et puis j'en ai profité aussi pour faire une petite, entre gros guillemets, petite étude de marché pour voir un petit peu est-ce qu'il y a du monde dans le secteur, est-ce que je peux en vivre, quel prix. Enfin, je savais que je voulais me lancer à temps plein si je switchais. Mais je voulais pas non plus m'improviser, quoi. Donc il fallait que ça marche parce que de toute façon j'avais des contraintes personnelles pour devoir en vivre. Donc du coup je me suis lancée il y a 8 ans et puis je regrette pas une seconde parce que je suis encore là, ça marche, donc j'aime ce que je fais, donc c'est cool, quoi. Tu fais combien de mariages par an à peu près ? Alors, j'ai réduit. Avant le Covid, j'étais sur du 21-22 mariages par an. Et puis aujourd'hui, je suis à 15-16 mariages max par an. J'ai réduit un peu parce que l'équilibre, encore une fois, vie perso, c'est compliqué. Tu te rends compte que tes enfants, ils ont 10 ans et qu'en fait, t'as passé aucun été avec eux. Donc, c'est un peu con. Et puis, t'as un mec qui en a un peu marre d'être père solo 6 mois de l'année. Donc, c'est pour ça. J'ai réduit un petit peu. 15, c'est bien. Je me suis rendu compte que c'était vraiment le bon volume parce que ça me permet de glisser quelques week-end off, tu vois, par-ci par-là. Donc, ça rend la saison quand même plus douce, plus gérable. Voilà, t'as un peu moins une loque à la fin de la saison, quoi. C'est clair. Du coup, on a discuté un petit peu toutes les deux des sujets qu'on pouvait aborder et tout ça. Et on se disait, enfin, moi j'avais une question pour toi. C'était comment tu fais parce que tu me disais que du coup, voilà, le social c'est important pour toi, la relation avec tes clients c'est important pour toi. Comment tu fais pour construire justement ce lien fort, cette relation exceptionnelle avec tes futurs mariés ? Je vais pas te sortir une nouveauté. Je pense que beaucoup l'ont dit avant moi. Moi, j'attache énormément d'importance au feeling. En tout cas, dans ma vision du métier, c'est avant tout une question d'alchimie entre les êtres. En tout cas, sur la photographie sociale. Moi, je suis une nana qui fonctionne à l'affect, à l'instinct, et j'ai vraiment besoin en fait de ressentir des connexions sincères avec les gens, de vibrer, etc., d'être attachée à eux pour faire les choses bien. Donc j'ai besoin de créer un lien fort, mais comme je pourrais le faire dans ma vie perso avec mes clients, tout en gardant quand même le côté pro, mais j'ai besoin quand même qu'il y ait une sorte d'attachement avec eux et surtout de la confiance, qu'on puisse déconner, une relation juste hyper fluide, quoi, en fait. Donc pour vérifier que ça matche, je m'assure. J'essaye de faire en sorte que dès en arrivant en fait sur mon site ou sur mes réseaux, dans la manière dont je m'exprime, que le ton soit déjà le plus simple, détendu, chaleureux possible, pour que déjà ils se disent ok, là on sent bien, on sent que la nana, on va avoir plutôt un échange sympa avec elle, et ça avant même d'échanger en fait. Parce que quand ils m'envoient leur premier mail, moi je veux pas qu'ils m'envoient un « Est-ce que vous êtes dispo ? C'est quoi vos tarifs ?» et basta. En fait, ça me fait pas vibrer. J'ai besoin que ça matche un peu plus que ça. Du coup, dans le formulaire de contact, je leur pose des questions. J'insiste sur le fait que c'est important pour moi de les connaître, d'en savoir plus sur eux, sur leur histoire et sur la manière dont elles imaginent leur idée. Et je leur invite à mettre 2 vraiment dans leur réponse, pas juste
comme si c'était un copier-coller à n'importe quel prestat, même si je sais bien qu'il y en a qui font quand même des copier-coller. Mais j'ai besoin justement qu'ils distillent des petites choses assez personnelles en fait sur eux pour que ça me donne envie justement d'en savoir plus, quoi. Et du coup, quand ils m'envoient ce premier mail, généralement, je trouve que la manière dont ils répondent, ça en dit long sur comment va se passer la suite. Donc moi, derrière, je réponds toujours de manière personnalisée. Et je fais en sorte de rebondir avec enthousiasme justement sur des petits détails qu'ils ont pu me glisser dans leur mail. Je trouve que ça crée déjà du lien et voilà de montrer qu'en fait on a pris le temps de lire justement leur mail, qu'on s'attache justement à des petites choses. Je trouve que ça montre de l'intérêt pour eux et je pense que ça peut être un petit game changer pour donner envie d'aller plus loin avec cette personne-là, quoi. Donc quand ils me répondent et qu'on organise un petit échange Skype ou autre, la première chose que je leur demande en rendez-vous, c'est le tutoiement. Pour moi, c'est hyper important. Je trouve que ça fait sauter une barrière de suite, de même que l'humour. En fait, moi, j'ai vraiment besoin de ça dans ma relation avec les clients. Je trouve que le photographe, en fait, il a un statut. Alors peut-être que il y a d'autres aussi corps de métier sur les mariages comme ça, mais le photographe, il est vraiment un prestataire un peu à part sur un mariage parce que c'est le seul qui rentre un peu dans leur intimité, tu vois, qui leur colle un petit peu au basque, mais sans être non plus trop intrusif. Et du coup, j'ai vraiment besoin qu'ils soient eux-mêmes et qu'il n'y ait pas de faux semblants, tu vois, genre pas de fausses attitudes, machin. Enfin, moi, j'ai vraiment envie qu'ils puissent se sentir avec une amie avec qui on peut déconner et sur qui on peut compter, quoi. Tu fais des séances avant le mariage ou? Alors, avant, je le faisais systématiquement. Il y a quelques années, je le faisais systématiquement. Et maintenant, je le propose en option, pour question de temps aussi. Mais j'ai vu que à chaque fois qu'il y avait une séance d'engagement qui était prise en amont, c'est là que la relation est la plus forte, en fait. Forcément, déjà, eux sont beaucoup plus à l'aise. Enfin, on fait vraiment partie des meubles le jour J. Et je trouve que ça permet vraiment de créer une vraie relation de confiance, de savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur moi, en fait, parce qu'ils savent comment je fonctionne. Je suis beaucoup dans l'idée de les rassurer aussi, que ce soit en amont. Enfin, on échange beaucoup tout au long des mois qui précèdent le mariage. Ils savent qu'ils peuvent me demander des conseils, des avis. Enfin, vraiment, je tiens à les soulager aussi d'une part un peu de stress, d'appréhension qui est normale avant un mariage. Au-delà du côté photo, quoi. Je suis photographe, mais pas que. Il y a un côté un peu coaching zen, on va dire, pour vraiment être bien le jour J, quoi. Tu travailles beaucoup avec des wedding planners? Assez peu, au final. Assez peu. Ouais, moi, je suis souvent sans wedding planner. Ça m'arrive, on va dire, allez, 1 ou 2 fois grand max par an. Mais sinon, je suis solo sur mes mariages. Oui, donc du coup, tu prends un peu le rôle de la wedding planner pour le coaching de psy, quoi. Ouais, peut-être, tout en restant à ma place, parce que je sais que c'est un métier à part entière, mais ouais, je pense que le photographe, en fait, il échange quand même pas mal, mine de rien, avec les mariés en amont, et ça va au-delà de l'image, parce qu'on sait que nous, si on n'a pas des mariés zen, le jour J, c'est nos images qui vont morfler, quoi. C'est clair. Donc voilà, moi le rendez-vous, en fait, le premier rendez-vous, pour moi, il est pas pour parler artistique. Je pars du principe que ils ont déjà regardé, enfin, je peux leur envoyer des galeries, etc., mais ils ont déjà validé normalement le côté artistique. Et le premier rendez-vous, c'est plutôt pour valider un peu quelle est mon approche, le côté humain, enfin, voilà, qu'ils sentent en confiance et bien dès le rendez-vous, quoi. Donc. Et comment tu l'as défini, ton approche, du coup? Quand tu leur parles, tu leur dis quoi? Alors, mon approche au niveau photographique, on va parler sur du mariage pur. On est vraiment sur une approche qui est documentaire, mais avec un petit côté esthétisant, mais pas au sens éditorial, en fait. Je vois plutôt les mariages comme des films, vraiment avec un storytelling, une dimension un peu cinématographique. Encore une fois, avec des gros guillemets, parce que j'aurais pas cette prétention-là, mais d'avoir vraiment ce travail, du cadrage, de la lumière, de l'alternance de plans, quelque chose de très très immersif, en fait. On définit on crée des atmosphères, en fait. Il y a l'atmosphère de leur mariage le jour J, mais il y a aussi celle qu'on va créer nous en tant que photographe, parce que on peut mettre 3-4 photographes sur le même mariage,
on ressortira pas forcément la même atmosphère, quoi. Donc, je trouve que le fait de bien prendre le temps de bien connaître les mariés en amont, je leur envoie un questionnaire aussi pour voir un peu quelles sont des petites anecdotes sur eux, sur leur goût, etc. Je trouve que ça permet vraiment de cerner leur personnalité et de s'en imprégner pour après construire un storytelling et une sorte de film entre guillemets qui leur correspond, quoi. J'imagine que tout ça t'aide à créer une atmosphère particulière pour chaque mariage différent que tu fais. Ouais, ça m'aide bien. En fait, je pense que ce qui m'aide surtout, c'est vu que je travaille au ressenti, c'est ce que je te disais, ça alimente en fait ma créativité. De ressentir un petit peu ce qui se passe, les vibrations qu'il y a sur le mariage. Ça m'aide à transmettre des émotions, à créer des atmosphères qui immergent. Je sais que moi je fonctionne beaucoup comme ça, et du coup d'un mariage à un autre, je pense que ça ressort pas forcément sur un fil Insta ou sur un site, mais quand on prend les galeries mariage indépendamment les unes des autres, je dirais pas que j'ai un style en fait unique au sens post-traitement en fait, parce que quand on passe d'un mariage à un autre, encore une fois, moi je les vois vraiment comme des films indépendants les uns des autres. Donc j'ai mon style au sens, j'ai ma manière de shooter, d'interagir avec les gens, etc. Par contre, j'ai besoin que chaque mariage ait un peu son atmosphère propre pour avoir aussi une sorte de nouveauté pour moi à chaque fois, pour pas me lasser en fait, parce que un mariage ça reste quand même des choses assez codifiées où on a des temps qui se répètent d'un mariage à un autre, etc. Et du coup j'ai besoin que dans le final on ait une nouvelle histoire en fait à chaque fois, quoi. Oui, donc du coup la colorimétrie par exemple, elle va pas forcément être la même d'un mariage à l'autre pour toi? Ouais, elle peut varier. Si tu veux, en fait, je pense que j'ai des tonalités qui restent présentes. Je vais pas sauter du coq à l'âne, genre avoir un coup du ultra lumineux et puis un coup, je sais pas, du très sombre, etc. Mais si tu prends les galeries indépendamment les unes des autres, on va pas se dire tiens, elle a appliqué un preset, ou j'essaie vraiment de les voir différemment. Et pareil pour les sessions couple, en fait. J'ai vraiment besoin d'avoir ce côté nouveauté à chaque fois, et que en fonction de la météo, de la lumière, de l'environnement, des gens aussi, parce que t'as des mariages qui sont un peu plus intimistes, d'autres qui sont plus dans un esprit un peu funky, etc. Voilà, moi j'ai besoin que ce soit immersif et quand même un peu différent d'une fois à une autre pour pas me lasser. Yes. On parlait de sensibilité aussi en off. Est-ce que pour toi c'est un atout dans notre métier de pro du mariage, d'être sensible? Ouais, c'est un atout et un petit handicap aussi. Alors on va commencer quand même par l'atout, parce que autant être positif. Je pense que le point numéro 1 sur le fait d'être sensible, c'est que ça apporte une réelle empathie pour les couples. Le fait de porter vraiment un intérêt sincère à ce qu'ils sont, à leur histoire, à leur goût, de les écouter, de les rassurer, de prendre soin d'eux, de s'assurer qu'ils profitent, etc. Le jour J, le fait de vouloir qu'ils se sentent bien avant tout, je pense que c'est un gros atout pour la relation avec eux, et que le jour J, ils se sentent vraiment en confiance et zen. Moi, je dis toujours à mes mariés que les photos, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. C'est l'expérience et le moment vécu qui priment avant tout. Si j'ai pas ça, forcément les images, je pense qu'elles vont s'en ressentir, quoi. Je pense que le fait d'être sensible, ça permet aussi de mettre un peu une forme d'intensité, de douceur, de poésie dans ce qu'on fait, quoi. C'est l'atout que j'y vois. Mais ce n'est pas que des avantages, parce que le fait d'être sensible, ça fait que je suis une vraie éponge, donc je sais que j'ai la larme facile derrière l'appareil, que je prends les choses à cœur. Vraiment, je vis vraiment les émotions comme les gens les vivent. Donc, s'ils pleurent, je pleure. Quand je suis enthousiaste, ça s'entend. Je fais pas semblant. Et ma sensibilité, elle se manifeste aussi sur le fait que je manque terriblement de confiance en moi. Et souvent, les gens qui me connaissent pas bien, ils sont étonnés que je dise ça, que je manque de confiance en moi, parce qu'en fait, vu que je parle facilement et que j'ai un contact facile avec les gens,
je crée une connexion rapidement, ça peut donner l'impression que c'est bon, elle maîtrise, elle fait son truc. Alors en fait, je suis tout le temps en train de douter, de me remettre en question. Je m'auto-soule, comme Dana. Je suis toujours en train de me dire que c'est pas assez bien ce que je fais ou que je suis pas assez bien. Et ça, je trouve que c'est un handicap aussi parce que on se fait des nœuds au cerveau, quoi. On se fait des nœuds au bide. Et ça, je pense que c'est assez symptomatique des nanas photographes dans notre milieu. Des nanas tout court, non? Voilà, ou des nanas tout court. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un truc un peu universel. Et quelque part, je me dis, c'est peut-être pas si mal d'avoir ce côté où on se remet en question, etc., où on doute de soi, parce que ça permet aussi de se challenger. Et en fait, il faut transformer cet handicap en atout pour dépasser ça, pour que ce soit un moteur, pour pas rester sur ses acquis, je pense que la sensibilité, ça apporte aussi de l'humilité et de la bienveillance par rapport aux autres. Donc c'est en ça que c'est positif. Est-ce que toi, quand tu t'es lancée, j'imagine que tout ça c'était un peu flou, le fait de créer des relations avec ses clients, d'aller chercher sa créativité comme ci comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu te demandais quand t'as débuté et aujourd'hui tu peux y répondre en gros. Qu'est-ce que je me demandais quand j'ai débuté? Je pense que j'avais pas les mêmes interrogations. Quand je me suis débutée, je pense que j'avais encore un regard assez naïf naïf. Il y avait la nouveauté du truc où t'es pas dans toutes ces considérations-là. T'es déjà en train de te dire, ok, il faut déjà que je maîtrise la technique pour pouvoir assurer, parce que clairement, tu t'improvises pas photographe de mariage du jour au lendemain. Donc, j'étais plus dans des considérations plus terre à terre. Enfin, pas terre à terre, mais plus pratico-pratique au début. C'était plutôt ces choses-là qui me stressait un petit peu. Et puis, c'est une fois que tu maîtrises ça, que tu t'affranchis de ça, que du coup, tu vas déplacer ton curseur sur autre chose, qui va être la créativité. Parce qu'au début, moi, j'étais plus dans l'idée de je veux créer des souvenirs en fait à transmettre. En fait, j'étais uniquement là-dedans. J'avais pas d'autre ambition que ça. Et aujourd'hui, je sais que j'ai besoin en fait que mes photos me nourrissent, mais que ce soit émotionnellement ou artistiquement parlant. Moi, je me définis pas comme une artiste, je suis une artisane, clairement, mais j'ai besoin en fait d'être quand même stimulée et d'avoir ce côté nouveauté. Je veux pas m'enfermer, parce que je me connais, je sais que je vais me lasser, je veux pas m'enfermer à refaire tout le temps la même chose, parce que dans la photographie de mariage, il y a quand même une forme de routine où on est quand même beaucoup sur écran. Enfin voilà, c'est essentiellement de l'écran, la partie immergée de l'iceberg. Donc j'ai besoin justement, un peu comme au ciné, à chaque fois que je me mets sur une nouvelle histoire, clac, t'es captivé, il y a une nouveauté, c'est palpitant. La relation entre le couple, elle est différente qu'avec celui du précédent mariage ou de la précédente session couple. Donc voilà, j'ai vraiment, moi en tout cas c'est mon carburant. J'ai vraiment besoin de fonctionner comme ça. Donc ça répond pas du tout à ta question. Tu t'es plus, je pense. Si. En gros, tu me disais qu'en gros, c'était plus sur la technique, d'avoir peur de pas maîtriser la technique par rapport à la relation client. Tu te posais pas de questions sur ton habilité à créer du lien? Non, je me suis jamais posé de questions là-dessus parce que je pense que j'avais pas de problème en fait sur le fait de créer du lien avec les gens, d'entrer en contact avec eux. Après, créer un lien fort, c'est encore autre chose, c'est encore un autre curseur. Moi, mon levier, il était plus là-dessus, c'est te dire, ok, moi je veux pas être dans une relation prestataire-client. Ok, je suis pro, je fais le job, etc. Mais je veux être dans une relation plus d'égal à égal avec mes mariés, et mes couples en général, plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'échange. Il y a un rapport amical, mais qui est professionnel, mais quelque chose qui aille plus loin en fait qu'une simple bonne relation commerciale avec tes clients. J'ai vraiment besoin, en fait, on est encore une fois sur de l'humain, sur de la photographie de mariage ou autre photographie sociale, on est quand même vachement sur de l'affect et de l'émotionnel. Donc moi, j'ai besoin en fait que ça se reflète dans la relation que j'ai avec mes mariés. Et du coup, quand je vois que le jour J, sur un mariage, j'ai des invités, parce que ça arrive sur chaque mariage, qui me disent « Ah, mais t'es une amie des mariés », moi je me dis « Super, c'est cool en fait. S'ils pensent ça,
c'est que j'ai réussi à instaurer assez de confiance et ils sont à l'aise, ils sont à lâcher prise. Moi, franchement, c'est meilleure récompense. Je me dis, pour certains, ça peut peut-être laisser penser qu'on est peut-être un peu trop convivial et que c'est pas pro, etc. Mais moi, je sais rester à ma place. Enfin, ok, je fonctionne beaucoup avec l'humour, avec mes mariés et les invités. Mais par contre, je suis pas, ça reste respectueux aussi. Je suis pro quand même jusqu'au bout. Mais du coup, quand j'ai cette remarque-là en mariage et quand je vois qu'après le mariage aussi, sur des années, parce que ça fait 8 ans maintenant que je fais ça, que j'ai toujours du lien, alors pas autant avec tous les mariés, mais avec certains où clairement on reste tout le temps en lien, où on se fait des apéros, etc. Bah moi je me dis c'est super en fait. Ils se sont vraiment sentis en confiance. Il y a eu le côté artistique qui a matché, c'est génial. Je suis super contente de leur offrir ces souvenirs-là. Mais je me dis c'est certainement aussi parce que humainement ils ont pu se permettre de se laisser porter. Enfin comment dire. À la base, c'est pas naturel d'être pris en photo, d'avoir quelqu'un qui a l'objectif comme ça braqué sur toi. C'est quand même, ça reste un peu intrusif. Donc, je trouve que c'est bien de dédramatiser la chose en se disant, ok, on va faire des belles choses ensemble. On va vous faire un film photographique en fait de cette journée-là, mais ça n'implique pas que vous allez devoir être différent de ce que vous êtes. Vous êtes les acteurs d'un film, mais je vous demande pas de faire semblant, en fait. C'est juste que là, moi, je vais partir de ce que vous êtes vous et le faire décupler, en fait. Faire décupler l'alchimie que vous avez déjà entre vous deux ou avec vos proches, etc., quoi. Mais je repensais à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de pas se définir comme un artiste. Vous êtes nombreuses à dire ça. Je sais pas si c'est à quoi ça correspond ce besoin de dire ça, de dire je suis pas une artiste. Bah si, pourquoi en fait? Alors, c'est beau ce que tu fais, c'est artistique. Pour moi, t'es une artiste. Je pense que c'est super dur et c'est vraiment je pense que c'est impossible de le dire de soi-même en fait. Surtout comme moi, t'as pas baigné dans ce milieu-là. Disons que c'est pas ma formation scolaire. Moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Je suis pas née avec un père qui m'a mis l'appareil dans les mains, qui m'a fait baigner dedans, etc. En fait, il y a toujours. Ouais, mais je pense que t'as encore toujours... plus pour moi, t'as encore plus de mérite, tu vois. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur, tu sais, qui reste hyper présent. Et encore une fois, vu que c'est de la photographie sociale, je pense qu'il y a ça aussi. On n'est pas photographe-auteur. Vu que c'est de la photographie sociale, on est plutôt dans quelque chose de documentaire. Il y a le côté esthétisant, etc. Mais ça reste du documentaire. C'est pour ça aussi, je pense que je me dis, on est au service tu vois, Enfin, je sais pas. Je pense que il y a forcément un peu d'artistique dedans, mais voilà. Mais c'est dur, je pense, nous, on est jamais les meilleurs juges pour nous-mêmes. On est hyper dur avec nous-mêmes, quoi. Donc c'est jamais assez bien ce qu'on fait. Je pense que t'as dû l'entendre des milliards. Je l'ai entendu et je le pense aussi pour moi. Enfin, j'essaie de faire comprendre aux autres, en tout cas quand c'est pas justifié. Pour moi, t'es une artiste. Il y a pas de question en fait. je le dirais aux autres photographes. C'est plus facile clairement. de le faire pour les autres que pour soi-même. Après, c'est sûr que c'est cool quand les mariés te font des retours hyper adorables, etc. Bien sûr que t'es content, c'est une super récompense, mais je pense que t'es toujours en quête de peut-être de légitimité, je sais pas. Enfin, peut-être que ça ne s'acquiert jamais, je sais pas. Mais quelque part, je pense que c'est sain parce que encore une fois, tu prends pas. Ça aide à ne pas se reposer sur ses acquis, à rester humble, parce que on reste que des photographes de mariage, on ne sauve pas de vie. On peut faire du beau sans tu vois, on reste simple, quoi, tu vois, Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. J'en ai parlé dans l'épisode il y a très longtemps maintenant, mais dans l'épisode qui est avec Céline des Mignonneries, où en fait, je disais, pour moi, les personnes qui ont les plus gros syndromes de l'imposteur, finalement, ce sont les personnes les plus douées, et aussi celles qui se remettent le plus en question. Et du coup, en fait, le désavantage, c'est que t'as pas confiance en toi, mais l'avantage, c'est qu'en fait, tu vas toujours chercher plus. C'est ça, c'est ce que je te disais. En fait, c'est le besoin de se challenger. Vu que t'as l'impression que c'est jamais bien ce que tu fais, tu pousses, en fait, t'avances ta petite bille en disant non, mais il faut...
Parce que t'as envie d'être content de toi. Les mariés, ils sont contents, c'est super, c'est génial. Tes collègues, ils te font des petits mots trop choux, c'est sympa, c'est génial. Et toi, t'es jamais moi, moi, je vais être contente de moi, tu vois. C'est juste pas par narcissisme, mais plus pour me dire que allez, c'est pas trop mal quand même ce que je fais, quoi. Tu vois, c'est clair. Je pense qu'on a besoin en fait, mais bon, ça. Ouais, mais il faut quand même des fois, enfin, parce que là, tu vois, je sors d'une masterclass que j'ai donnée ce midi. J'ai eu 35 inscrits. Alors, j'allais dire inscrites. Finalement, c'est inscrit puisqu'il y a un garçon qui était inscrit. Alors, il était pas là au live, donc j'ai hâte de voir ses réponses au replay. Mais du coup, je me suis dit, c'était une masterclass avec un prix réduit, etc. Mais en vrai, j'ai quand même 35 personnes qui m'ont suivi. Et il faut que je le célèbre, tu vois. Mais moi j'ai tendance à me dire ouais, OK, next, c'est quoi le prochain truc que je vais mettre en place. Mais en fait non, du coup j'ai dit à mon mec tout à l'heure, j'ai dit bon, ce soir on va au resto. Il m'a dit mais t'as raison. J'ai dit on va fêter ma masterclass. En plus ça s'est super bien passé, c'était hyper intéressant pour moi, je veux dire physiquement parlant si tu veux, parce que je sais pas si t'as suivi, mais j'ai décidé d'arrêter Wedding Gang comme il était et d'en faire justement des masterclass une à une. Et en fait, c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que ma Wedding Gang, c'est 3 mois intensifs. Là, je sors mes masterclass quand je veux, en fait. Ouais, ça te laisse plus de... Et j'ai plus de gens qui viennent. Mais oui. Donc, t'es gagnante sur tous les tableaux. Ouais, physiquement, émotionnellement... Enfin voilà, je me suis pas écoutée en voulant la relancer et finalement, je regrette absolument pas de l'avoir fait. T'as bien fait. Là, j'ai plein d'idées, de nouveaux projets, de nouvelles offres, de trucs. Enfin, et je me dis, mais voilà, j'aurais jamais pu faire ça si j'étais en plein Wedding Gang 3 mois, quoi. Enfin, impossible. Ben non, parce que justement, il y a besoin d'avoir ces temps-là où tu prends du recul, où tu te dis, attends, de quoi j'ai envie vraiment, qu'est-ce qui peut me booster, etc. Donc, c'est cool, justement. C'est pour ça que je dis, c'est à la fois, ça peut être un handicap, mais c'est aussi un gros moteur, en fait. Donc, mais voilà, donc du coup, ce soir, je célèbre. Mais t'as raison. Et en plus, c'est ce qu'on se dit avec les potes, les copines photographes. On se dit, mais non, mais on se le dit les unes les autres, on se fait nos petites piqûres de rappel. Mais célèbre ça, c'est génial. Regarde le truc qui vient de t'arriver, c'est trop bien. Parce que justement, des fois, on est trop le nez dans le guidon. Exactement. Et on prend pas de hauteur, alors que c'est plus facile de le faire pour les autres. Donc t'as raison. Toujours. Il faut s'auto-congratuler. Non, mais j'essaye d'écouter les conseils que je donne à mes coachés, tu sais. C'est ça. Ouais, oui. Bah, célèbre même tes petites victoires. Je vais en faire un post. J'avais besoin d'une idée de post, c'est parfait. On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Alors, j'ai un peu changé, pour toi. Je vais revenir à ce que je faisais en tout début de podcast. Je vais revenir au tu préfères parce que c'est un de mes jeux préférés avec ma meilleure amie Madalena. Donc, je vais te proposer je vais te faire 2 propositions et tu vas me dire laquelle tu préfères. Forcément, c'est pas facile. Tu préfères des invités qui sortent leur tel ou leur appareil photo tout le temps, pendant toute la journée. Ouais. Et qui prennent en photo les mariés pendant la cérémonie, tout ça. Enfin, tu vois. Encore en mode bien lourd. Bien okay, relou. Ouais. Ou des invités qui se cachent à chaque fois que tu sors ton appareil. Ah, putain. Ah bah oui. Et alors, je dirais, je pense que ça va être assez facile. Je dirais le deuxième, quand même, clairement. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment relou. Je me dis des gens qui... T'as pas dit que c'était tous les invités, si, dans la première option? Si, c'est tous les invités? Non, j'ai pas dit tout ça. Allez, vas-y, je te laisse un petit. On va dire que même si t'as une grosse part un gros nombre de relous, je pense qu'on peut s'en accommoder quand même. Tu peux, en gros, leur laisser la place de shooter. Je dis, alors, allez, vas-y. Donc tu préfères la première? Non, en fait, c'est ça. Je leur laisse faire ça. Plutôt que les mecs ou les nanas qui sont tout le temps en train de se cacher, parce que je me dis, mais attendez les gars, pourquoi je suis là, moi, en fait, là, vous me saoulez à vous cacher, c'est comme, parce qu'en plus, sur chaque mariage, t'as toujours une tata ou une maman qui te dit ça, qui dit, ah non, mais moi, vraiment, je suis moche, mais en fait, vous êtes la mère du marié, quoi, merde, il faut que je vous aie, quoi. Donc, non, je pense que je prendrais quand même le premier. Tu peux t'en accommoder, moi, je fais pas la gendarme sur les mariages. Je briefe les mariés pour qu'il y ait un mot en intro de la cérémonie. Et puis le reste du temps, genre si t'as tata Jacqueline ou tonton Michel qui débarque aux photos de groupe pour faire une photo, je fais allez, ok, fais ta photo et puis après moi j'y vais quoi. Histoire comme ça, il est content, il est pas braqué et puis on enchaîne next quoi. Ok.
Bon, je serai plus précise la prochaine fois, je dirais tous les invités. T'as vu, moi, j'ai essayé de trouver les petites failles. Tu préfères une journée de mariage avec une liste de clichés hyper stricte à faire sur la journée? Ah bah oui, non mais attends, je connais votre métier un peu. Ou un mariage 100% en plein cagnard. Je suis dure, hein. Ah ouais, t'es dur. Alors, j'invite tous les photographes qui écoutent cet épisode à répondre à ces questions parce que ça m'intéresse. Et j'avoue, non mais c'est bien de se les poser. Putain, toi t'es entre la peste et le choléra, tu prends quoi en fait? C'est le but d'un tu préfères que ça soit difficile et que ça soit un truc relou. Ça. Alors, pour avoir fait mariage en plein cagnard où j'étais vraiment en mode serpillière, alors c'est horrible mais je l'ai fait. Je pense que je choisirais. Si, je pense que je choisirais comme ça parce que vu que moi, je suis pas du tout une nana qui aime les trucs où il y a des listes, des trucs très bornés, etc. Il y a rien qui me saoule plus que ça. Si tu me donnes des trucs avec un cadre trop contraint, je me dis qu'est-ce que je fous là en fait? Là, la personne, elle a pas compris que c'est pas moi qu'il fallait. Prendre. Dans ma manière de shooter, j'aime bien avoir un grand espace de liberté. Quand je suis chez moi, au bureau, en train de post-traiter, je suis carrée, etc. Par contre, dans ma manière de shooter, il faut me laisser, quoi. Parce que si tu me donnes trop de cadres, en fait, ça va me stresser. Et je vais me dire, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Ça va être intéressant pour tous les futurs mariés qui nous écoutent. Laissez de la liberté à vos photographes. Ah non, mais franchement, c'est horrible, quoi. C'est comme si, toi, tu vois, officiante, on te donne, limite, on te donne tous les textes. Enfin, je dis, mais ça sert à quoi que je sois là, quoi, en fait? Ah bah, c'est comme quand on me demande de relire la cérémonie. Jamais de la vie, les gars. Bah oui, non, mais c'est ça, tu vois, il y a des trucs comme ça où tu te dis, ils ont pas compris complètement le principe de notre métier, je pense, mais je sais pas, le traiteur, tu vas pas lui dire comment faire sa dorade au beurre blanc, quoi. Enfin, tu vois, il se démerde, en fait. Tu lui fais confiance, tu lui fais pas confiance. C'est ça. Mais le cagnard, franchement, c'est... Parce que franchement, là, plus ça va, plus c'est chaud avec les étés qu'on se tape. Je pense qu'on va finir à poil, en fait, à shooter les... On va finir sur des mariages naturistes ou d'hiver. On va appeler le collectif nu. Et tu crois que je suis dedans pourquoi, en fait? Mais... Cagnard, franchement, en fait, ce qui est chaud, c'est pas tant le fait que physiquement tu ressembles plus à rien en fin de journée. Là, j'ai abandonné l'idée de ressembler à quelque chose. C'est plus que énergétiquement parlant, en fait, ça te bouffe tellement d'énergie que t'as l'impression de devoir puiser fois 10 000. Déjà que le lendemain, le dimanche, moi, je suis en mode épave parce que je donne tellement d'énergie le jour des mariages. Je me dis, mais là, avec un cagnard pas possible en plus, bon, allez, rendez-vous mercredi prochain pour récupérer, quoi. Donc, mais bon, après, les mariés, on leur dit de pas se mettre au soleil, donc mais bon conseil, hein, on arrive à les faire déplacer. Allez, le dernier pour le tu préfères. Donc, tu préfères une journée de mariage avec des horaires hyper serrés et beaucoup de pression, ou une où tout se déroule à un rythme plutôt tranquille, mais avec plein d'imprévus relous? Eh ben le deuxième, je pense. Ok. Le deuxième, parce que ça me challenge plus et je trouve ça... Ouais, il était trop facile celui-là, alors. T'as pas réfléchi. Clairement. J'ai pas du tout... Non, franchement, l'imprévu me fait pas... Au contraire, je me dis, ça pimente un peu. Bon, après, ça dépend ce que c'est. Hein, si j'ai pas... J'ai dit relou, hein. Relou, tu te dis, allez, ça donne un peu de piment. J'en sais rien. Écoute, non, si, le deuxième, quand même. Je prendrais ça. Ok, alors je vais finir quand même avec ma question préférée, que tu connais sûrement. C'était quoi... Enfin, il y a deux questions toujours, du coup. C'était quoi l'âge de ta pire période de ta vie? On piochera quelque part dans l'adolescence, mais je saurais pas te dire un âge précis. Ouais, il y a forcément un âge à l'adolescence où tu te dis putain, c'est pas le meilleur moment où je me sens le mieux dans ma peau, dans mon corps, tout ça. Mais après, moi, je me dis tout passe. Même s'il y a eu, parce qu'il y a eu des moments pas faciles dans ma vie, mais pas de là à ce que ça me pourrisse l'ensemble. Enfin, j'essaye de ressortir en disant quoi, il y a des moments pas fun du tout, des cicatrices, des blessures, etc. Mais il y a aussi beaucoup de bien. Donc on essaye de se focaliser dessus pour ressortir. Donc désolée, je réponds pas du tout à ta question, mais je suis incapable de tu m'as dit l'adolescence. Donc qu'est-ce que tu lui dirais à la Dorothée ado aujourd'hui, avec le recul que t'as?
je lui dirais la même chose qu'à la Dorothée d'aujourd'hui. Je dirais, prends confiance en toi, arrête de douter. T'es une artiste, tout ça. Putain, non, parce que non, vraiment, à l'époque, non, mais clairement, moi, je me fais des nœuds là où il y a pas besoin d'en faire. Et ce qui est paradoxal, c'est que, par contre, devant les clients, enfin, ça, ils le ressentent pas du tout, parce que justement, j'ai un côté très rassurant. Je sais que je pense qu'il y a un côté où ils savent que clairement, il y a le rock Dorothée, ils peuvent s'appuyer dessus. Mais par contre, quand la porte est fermée, moi, voilà, je ne me porte pas moi-même, quoi. Donc, je me porte pas. Si, je me porte, mais je pense que j'ai vraiment ces deux facettes. Ouais. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette fin d'année? Pour cette fin d'année, écoute, des nouveaux mariages qui me stimulent, des projets qui me stimulent. C'est là où je suis contente parce qu'en fait, en 8 ans, il y a toujours des nouveautés qui arrivent. Et même dans le mariage, en fait. Là, j'aime bien je trouve qu'il y a un virage qui est en train de se faire là dans le mariage où, on est en train de sortir du bohème chic. Adieu les pampas, etc. Et je trouve ça hyper stimulant parce que du coup, on dit encore un peu de nouveauté et tout. Donc c'est cool de se dire qu'en fait, on est dans un métier où, mine de rien, oui, il y a des choses qui sont routinières, mais pas tant que ça parce qu'en fait, il y a des courants, il y a des et puis on peut s'éclater en fait. On peut vraiment faire des choses différentes. Enfin, des photographes de mariage, on est des milliers et on fait pas tous la même chose. Donc, je trouve ça hyper stimulant de se dire que je ne sais absolument pas dans 1 an ou 2 quelle facette aura mon métier de photographe de mariage. Donc, je trouve ça vraiment cool. Ouais. J'aime bien ce côté, ouais. Eh ben, écoute, je te souhaite tout ça. Je te souhaite plein de beaux projets, plein de beaux mariages. Merci. Et je te remercie beaucoup pour cette interview pleine de vérité. Et je te dis à très vite alors. Merci à toi, Magali. Ciao. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag-nous Dorothée et moi, ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.